Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette petite discussion autour de la dernière édition de Laval Virtual, comme on a l'habitude de le faire assez régulièrement d'ailleurs sur les différents événements qu'on couvre. Alors, ce ne sera pas exhaustif, comme d'habitude, on va plutôt donner des impressions, des sensations qu'on a eues du salon. On se contentera d'effleurer la surface, bien évidemment, et puis dans les quelques jours qui viennent, sur le site de RA Pro, vous retrouverez un résumé, un compte-rendu, une synthèse un peu plus complet avec des liens vers les expériences et toutes les belles choses dont on va vous parler. Et normalement, si tout va bien, on va partager des coups de cœur également dans cette discussion et dans la description de la vidéo, on mettra les liens pour les retrouver. Ceci étant dit, nous sommes 6. Est-ce que je peux vous demander rapidement, en quelques mots, de vous présenter? En commençant, je vais donner la parole, comme vous n'avez peut-être pas le même ordre chez vous, en commençant par Alain. Eh bien, bonjour, je suis artiste peintre plasticien et j'essaie dans mon travail, en 2 mots, de faire une jonction, une passerelle entre les pratiques traditionnelles dans les arts visuels et les arts numériques à travers la VR et l'AR. Voilà, en 2 mots, ce que je suis. Parfait. Nicolas? Donc moi, Nicolas Perrier, moi je suis consultant spécialisé sur les technologies immersives depuis 2015, donc depuis maintenant 10 ans. De mon côté, plutôt orienté sur les sujets de formation et d'éducation, parce que c'est les sujets qui m'intéressent le plus et ceux sur lesquels j'ai le plus d'expérience. Rachel, à toi la parole. Oui, bonjour, donc Rachel Sédot. Moi, je suis depuis 2015 aussi à peu près intéressée par ce qui va être d'expérimenter au niveau artistique et au niveau créatif la réalité étendue. Venant moi-même du secteur plutôt audiovisuel et de la documentation, donc documentariste, j'essaie de faire le lien aussi à ce qu'on peut trouver en pratique collaborative, co-créative, voilà. Et j'appartiens donc à l'association aussi Elixir. Vincent? Bonjour, donc Vincent Guigui, je suis directeur de projet sur les sujets d'innovation, d'interface naturelle et de XR. Et voilà, et je suis content d'être avec vous. Parfait. Valérie? Alors, moi, Valérie, donc moi, je suis consultante XR chez Eraps Consulting. Eraps Consulting qui accompagne généralement en grande partie des industriels dans le déploiement de solutions XR. Et j'ai aussi une spécialité sur les lunettes connectées, des lunettes AI aux lunettes de réalité augmentée, qui feront partie des sujets abordés, j'espère, aujourd'hui. En effet, on l'abordera parce que c'est peut-être une des choses intéressantes aussi qu'on a vu sur Laval ou qu'on n'a pas vu, suivant l'opinion de certains. C'est un peu différent. Je voudrais commencer justement par les grandes tendances. On a dit qu'on allait effleurer un peu les grandes tendances pour en parler. Qu'est-ce qui vous a marqué sur cette édition qui s'est tenue donc du 9 au 11 avril et jusqu'au 13 pour le festival Recto Verso, plus orienté vers l'artistique et le numérique et les techno-immersives. Qu'est-ce que vous gardez en tête de ce que vous avez vu, entendu comme des grandes tendances? Une personne lève la main et je vous en prie, on en discute. Allez. Nicolas. Je vais aborder un sujet. Moi, ce qui m'a marqué à Laval, c'est qu'il y avait l'absence totale de stand de Meta, qui quand même aujourd'hui est une entreprise en position de leader sur le marché. Et c'est quand même assez surprenant que l'entreprise n'ait pas les moyens cette année d'avoir un stand au salon qui me semble être un des salons les plus importants dans le domaine immersif. Je ne sais pas si justement il y en a d'autres qui ont eu le même ressenti que moi. Oui. Effectivement, c'est une sorte de déception parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de fabricants en fait, au sens large. Assez peu, ouais. À part HTC qui avait un gros stand et on en reparlera sûrement. Vario, ils étaient là, mais via un prestataire qui fournissait des solutions ou via Mat Digital. Pico, ils n'étaient pas là physiquement non plus. Apple Vision, ils sont jamais là. Donc c'est une sorte de déception sur le fait qu'il n'y a pas eu de rupture, il n'y a pas eu d'annonce, mais dans la continuité de ce qu'on avait avant, donc de l'immersif.
mais finalement avec une absence ou ouais, un repositionnement des acteurs qui fait qu'ils n'ont pas priorisé Laval, hormis HTC qui a fait un gros all-in sur Laval. C'était Laval by HTC. Alors, c'est intéressant. Qu'est-ce que pour vous, ça en dit justement sur l'équilibre actuel sur les acteurs, alors plutôt les casques, hein, mais dans le trio, voilà, je fais comme toi, Vincent, je mets un peu Apple de côté, et je vais plutôt parler du trio Meta, HTC et Pico. Un était là, est vraiment là, est très présent, est très acteur, est très actif, Ouais. et les deux autres étaient pas. Qu'est-ce que pour vous, ça en dit de ce marché? Alors, Meta était là sur plein de stands Oui. sans le vouloir. 90% des gens qui montraient de la VR avaient des casques Meta parce qu'ils sont accessibles et déployables facilement. Donc, soit leur stratégie, c'est de se dire on n'a plus besoin d'être innovateur et de faire des claquettes pour être présent. On est présent implicitement parce qu'on a déjà inondé le marché. Soit c'est leur positionnement, soit ils ont juste décidé, en tout cas en France et en Europe, de mettre les sous sur ce qui rapporte à court terme et ce qui communique, c'est l'IA, et pas forcément sur le metaverse où ils ont déjà noyé un peu le marché et ils n'ont plus besoin de vendre. C'est pas en étant à Laval qu'ils vendront plus de casques. Donc je me dis qu'il y a peut-être ce positionnement où à Laval, c'est pour montrer qu'on est présent et on veut gagner des parts. Là, Meta, ils n'ont plus besoin de gagner des parts. Ouais, mais c'est peut-être une erreur un peu stratégique parce que globalement, ça voudrait dire à nouveau qu'ils s'adressent à des gens qui comprennent. Enfin, Ouais. quand on a un stand, on a une présence, on a un nom, on défend sa marque, on se défend ses produits. Si on regarde vraiment très objectivement Laval pour quelqu'un de nouveau, et en fait, c'est drôle parce que cette année, j'ai fait des tours guidés et je me suis rendu compte que j'ai fait un tour à des gens qui n'avaient jamais été à Laval ou qui ne connaissaient pas du tout la XR. Donc, on part du principe qu'on est entre nous, mais en fait, non, on a plein de nouveaux entrants et de ne pas être présent. Enfin, j'ai entendu beaucoup des gens qui étaient très déçus, effectivement, du fait que, très concrètement et objectivement, il n'y avait que HTC. Et là, on parle que de VR. Alors, en AR, il n'y avait rien. C'était le désert de Gobi. Alors après, effectivement, on peut dire, ah oui, il y avait un gars qui présentait Spectacles et qui tournait, ou il y avait quelqu'un qui avait un produit Digilens qui le montrait très ponctuellement. Mais tout ça, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir un stand et, voilà, et de montrer le produit à tous ces nouveaux potentiels acheteurs de demain. Et c'est très déceptif, vraiment. Oui, exact. Moi, j'en ai été très déçu, en fait, très déçu. Je m'attendais un peu à pouvoir essayer moi-même en comparatif plusieurs matériels pour faire évoluer mon travail, tout simplement, y compris en intervention formative. Et bon, effectivement, j'ai pas trouvé ce que j'espérais de ce côté-là. Voilà. Alors, je peux vous poser peut-être une question. C'est pas juste, alors juste entre guillemets bien sûr, un signe que Meta est en train de laisser un tout petit peu tomber le marché B2B pour se concentrer sur le marché, le customer, le marché final, le grand public, et que finalement, bon, le marché des corporates, le marché du business, c'est peut-être moins intéressant, c'est plus compliqué. Au contraire complet d'HTC, qui là nous a montré que lui, sa focalisation, c'était ça, et que c'est ses partenaires qui mettaient en avant pour attaquer le marché B2B. Là, il n'y avait aucun doute. C'est sûr qu'ils vendront plus de casques à Noël. Enfin, pour Meta, ils vendront plus de casques à Noël qu'à coût de 2000 casques achetés même par une grosse boîte. C'est toujours moins que du consumer. S'ils annoncent un Quest 4, c'est le renouvellement du parc grand public sur plusieurs mois qui est garanti. Donc, je comprends leur positionnement, c'est un peu dommage. L'année dernière, ils avaient un gros stand, comme tu disais, Nicolas, avec beaucoup de partenaires. Et limite, c'était déceptif parce que Meta présentait rien de fait par eux-mêmes. Ils disaient, nous, on fournit le hardware, le contenu, c'est nos partenaires. Donc, ils étaient incapables, en quelque sorte, de présenter eux-mêmes une démo. Il fallait passer par un partenaire. Donc, je pense qu'ils ont eu cette frustration l'année dernière de se dire, être sur le salon, ça met en avant les partenaires, mais pas nous.
Et de toute façon, ce qu'on veut vendre, c'est du grand public. C'est plein de casques par palette. Du coup, ça pourrait se comprendre que s'ils se réorientent, ils fassent l'impasse sur Laval cette année. Mais c'est quand même dommage. C'est The Place to Be européenne. C'est dommage de se masquer ou de le rater. Mais je suis pas sûre que Meta, ils aient si fin que ça, en fait. Je suis pas sûre qu'ils aient tellement besoin d'être à ce type d'événement. Enfin, ils ont quand même plein de complexités actuellement internes et de difficultés macroéconomiques, puis sans parler de la situation aussi politique globale. Donc, moi, du coup, j'étais plus surprise de l'absence de Pico que de Meta. Parce que Pico, eux, en revanche, ils ont une stratégie récente assez forte sur la partie professionnelle, voire industrielle. Ils ont vraiment des messages à faire passer à notre écosystème et ils ont de fortes ambitions, en fait, en Europe et dans le monde d'ailleurs. Et moi, là, j'étais vraiment surprise parce que, effectivement, c'était une bonne plateforme pour aller défendre leurs sujets, leurs produits, leur positionnement. Ben, ils n'étaient pas là. Et ça, c'était curieux de mon point de vue. Et je pense que, enfin, je ne connais pas les arcanes de la stratégie de Pico, mais je ne pense pas que ce soit un désintérêt ou un step back. À mon avis, c'est un peu dommage pour eux quand même. Ils ont raté une opportunité. Bon, c'est peut-être, comme vous dites, hein, c'est un problème de timing, de réorganisation aussi. On a vu que Pico se réorganisait l'année dernière pour recréer une équipe européenne, etc. Donc c'est peut-être juste un problème de timing et puis on les verra avancer. Ouais, moi je partage aussi l'avis de Valérie. C'était étonnant de ne pas avoir Pico du tout sur le salon. Et on comprend les raisons. Bon, il y a peut-être une histoire d'agenda et de priorité. Mais c'est vrai que c'était étonnant de ne pas avoir Pico et leurs derniers casques surtout à essayer. Est-ce que vous avez d'autres tendances ou d'autres éléments qui vous ont marqué? Moi, sur la partie matérielle, je voulais revenir sur l'absence, comme on a dit, absence d'Apple, même si on n'est pas surpris parce qu'ils n'ont jamais été présents à Laval. C'est quand même dommage, effectivement, de ne pas défendre leur vision de ce que sont les technologies immersives, surtout qu'ils ont une vision quand même assez qui se démarque beaucoup de leurs concurrents. On a l'impression qu'ils se disent non, on est un petit peu en dehors de ce monde, on n'a pas besoin de convaincre, etc. Alors que quand même le Vision Pro, c'est pas non plus, je pense, enfin à ma vision, là, un matériel qui a eu énormément de succès, qui n'a pas eu en tout cas le succès, je pense, qui était escompté. Oui, alors c'était surprenant qu'Apple ne soit pas sur les stands, parce qu'ils ne soient pas là, c'est normal. Enfin, d'après ce que j'ai entendu au CES, ils ne sont jamais sur aucun salon, jamais. Ils ne font que leur propre salon et ils ne seront jamais présents sur n'importe quel salon. Donc, c'est pas étonnant qu'ils ne soient pas. Mais en revanche, c'est vrai qu'il y a encore quelques temps, on allait sur n'importe quel salon, tout le monde s'accaparait au moins le produit pour driver des gens vers leur stand. Et ben, en fait, à Laval, plus du tout. Le soufflet est un peu retombé, en fait. Et c'est un peu dommage, effectivement, parce que moi, je pense qu'ils ont une vraie stratégie et je pense qu'il y a des produits qui arrivent. Mais effectivement, le produit actuel en lui-même, c'est pas un produit qui est voué à être vendu à grande échelle. C'est leur premier, donc c'est un peu comme les spectacles, quoi. C'est un produit sur lequel on fait des devs, on essaye, etc. Et à terme, il y aura un produit qui sera plus adressé pour être vendu à grande échelle. Enfin, je suppose. Je l'ai remarqué personnellement au niveau des créateurs, pratiquement tous utiliser le matériel Meta, en particulier le Quest 3, comme outil de base, en tout cas, de transfert pour beaucoup de choses dans leur travail. Et ça m'a paru significatif de ce que vous êtes en train de dire à ce niveau-là, en tout cas. Je ne sais pas si vous avez eu la même impression. Je pense clairement que Meta a une position de leader sur ce marché. On le disait tout en introduction, de par déjà la disponibilité des casques, on n'a pas besoin de les commander via un store spécifique ou quoi que ce soit. On peut en trouver quasiment n'importe où. C'est accessible au grand public, c'est très abordable.
Et puis aussi la facilité de développement. Je pense que ça, si, c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours mis en avant, mais le fait qu'il y ait énormément de documentation assez qualitative et l'accès à des outils et des API, etc., qui facilitent le développement, je pense que ça fait partie du succès du casque, même auprès des professionnels et artistes qui n'ont pas forcément les mêmes contraintes que les particuliers. Est-ce que, alors Valérie, tu as introduit un petit peu la notion, si on reste un peu dans le matériel, on peut difficilement ne pas évoquer les lunettes, puisque on en a parlé depuis le début de l'année avec le CES, le Mobile World Congress, etc. Donc les lunettes de réalité augmentée, les lunettes connectées, les lunettes intelligentes, peu importe le nom qu'on leur donne et les fonctionnalités qu'elles ont. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette édition? Le désert de Gobi. Je pense que là, vraiment, j'en ai jamais aussi peu vu. Donc, HoloLens abandonnant le marché, tout le monde a un peu évité dans les grandes longueurs de présenter des choses un peu innovantes sur HoloLens, voire de présenter HoloLens en général. C'était vraiment, ouais, en AR, parce que alternativement, il y avait un tout petit peu de Magic Leap, mais voilà, c'était vraiment pour, en termes de faire valoir pour des gens qui travaillaient sur des multiplateformes, par exemple, et qui mettaient Magic Leap comme un exemple parmi d'autres matériels entre la projection, la tablette, voilà, et un casque, puisqu'on n'a plus HoloLens. Et en fait, on sent la limite du truc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus d'alternative sur la partie haut de gamme de réalité augmentée. Là où c'est un peu dommage, c'est qu'effectivement, comme on est dans un monde professionnel, on n'a pas les produits alternatifs qui sont présentés non plus, du coup un petit peu plus grand public ou B2B2C du type, je sais pas, pour être Viture Pro ou X-Reel ou des produits simples. Donc toute cette palette-là n'est pas du tout représentée. Et c'est un petit peu dommage parce qu'effectivement, aujourd'hui, il commence à y avoir des produits qui sont vraiment valables, que ce soit en 3DOF, en 6DOF, enfin vraiment des trucs qui pourraient aussi inspirer des professionnels sur peut-être des applications un tout petit peu plus différentes. Et puis, alors, carrément, non plus aucun produit style Ray-Ban Meta ou des produits avec même des écrans très simples, heads-up display type... je sais pas, à l'idée ou ceux qu'on avait pu voir au CES. Donc, en fait, sur la partie, on va dire, lentille transparente, il n'y avait rien. Il y avait vraiment pas du tout de représentation. Et je pense que là, c'est peut-être un truc qu'il faudrait qu'on travaille aussi avec l'organisation pour les rendre plus visibles l'année prochaine. Parce que je me rends compte que quand les gens ont des lunettes dans les mains, même les professionnels, même les artistes, en fait, ça les inspire, en fait, à voir tout l'état de l'art du matériel dans ses grandes largeurs. Ça inspire les gens qui les utilisent, potentiellement même dans le monde pro, à trouver de nouvelles voies d'utilisation. Et c'est un peu dommage qu'on n'avait pas ce spectre-là à Laval cette année. C'est vrai, ça c'est un spectre important parce que c'est justement le lien de l'autre côté avec le festival, avec Recto Verso, c'est de voir l'application par l'art, avec les ouvertures et tout ce qu'on peut faire, les imaginaires avec la technologie. Et c'est vrai que moi qui suis allée par exemple sur Educatech, j'ai finalement pu tester les Ray-Ban ou des choses comme ça, plus que sur Laval Virtual, le salon cette année. Donc c'est quand même un point important et là c'est l'endroit où les passerelles doivent pouvoir se faire de manière assez large finalement pour qu'on puisse s'inspirer. C'est intéressant, enfin, la remarque que vous faites est intéressante parce qu'on peut avoir un peu la même logique que ce qu'on traitait comme intention à Meta. D'ailleurs, c'est Meta, hein, les Ray-Ban Meta, comme on dit, c'est le même groupe. La focalisation, elle est clairement B2C. Il n'y a pas de subtilité. Nous, on imagine des fonctionnalités B2B parce que au final, ce n'est qu'un équipement avec des éléments de base qu'on connaît, hein, avec une caméra, un micro, on peut lui parler. Donc, on peut faire des photos et les envoyer sur Instagram, mais on peut tout à fait aussi être guidé devant une machine ou une pompe pour qu'on nous explique comment on déverrouille un écrou pour passer un truc, quoi. Ça, fonctionnellement.
oui, fonctionnellement, c'est la même chose. On peut avoir des adaptations. Par contre, la marque en elle-même ne semble pas aller vers ce domaine d'application-là. Pour les autres lunettes, donc comme d'habitude, on pouvait voir hein, du X-Reel chez Mats Digital, par exemple, qui avait toute une gamme d'équipements. On a pu tester les Argo de Digilens sur le stand Synergies pour se rendre compte aussi qu'il y avait des matériels qui venaient. Mais ça reste des professionnels qui montrent ces matériels-là et non pas les constructeurs qui viennent en faire la promotion. Oui, mais alors là, la limite, c'est que je pense que tous les autres constructeurs ne savent même pas que la Valve virtuelle existe. Ah, tu penses que... c'est un peu abrupt, mais je pense que quand tu sors de Ray-Ban Meta sur la partie lunettes AI et toutes les nouvelles marques qui sont sorties et qu'on a vues au CES, je pense que eux, il va falloir aller les chercher parce que eux, on n'est pas visible encore, je pense, à ce stade de leur développement et peut-être qu'ils ne feraient même pas le lien avec les opportunités qu'ils pourraient avoir à présenter sur nos stands. Et puis, voilà, même parce que le problème fondamental, soyons honnêtes, c'est qu'il n'y a quasiment rien en Europe aujourd'hui. C'est-à-dire que toutes les marques dont on parle, il faut aller les chercher en Asie ou aux États-Unis. Et que du coup, effectivement, les Pico, les Meta, enfin tous ceux qui ont réussi à remporter des marchés ont déjà des bases installées, de la visibilité. Forcément, ils ont tout l'intérêt d'être à l'aval. Mais sur des marchés plus naissants, je pense qu'il va falloir aller les chercher et je pense qu'ils auraient tout intérêt. Et je pense que c'est intéressant ce que disait Rachel aussi, c'est important qu'il y ait toutes ces lunettes qui soient un peu présentées et puis utilisées voilà, avec des applications, même des essais, enfin des choses un peu R&D, etc. Parce que quand les gens de Recto Verso viennent sur Laval, enfin sur la partie exposition de Laval, ils viennent chercher des idées aussi, de l'inspiration, etc. Donc, on est censé leur montrer beaucoup plus de choses que sur la partie matérielle, j'entends, que ce qu'on est en mesure de présenter cette année. C'est comme ça qu'on développe les usages. Les nouveaux usages, ils viennent de cette confrontation, de cette connexion, en tout cas, entre les deux. Il y a une véritable attente. Hein, de mon côté, je le vois, au niveau formatif en particulier. C'est difficile d'élaborer une stratégie avec du matériel, on va dire, basique, en passant par USB et en faisant de la visio-transmission pour un truc qui pourrait être beaucoup plus simple et ouvert. On a passé un peu de temps sur la partie matérielle, donc j'ai bien compris qu'il y a du boulot, hein, parce qu'on avait envie de voir plein de trucs et on n'en a pas vu assez. Et sur les autres parties, est-ce que vous avez vu des choses qui s'illustrent comme des tendances ou des signaux faibles ou forts hein, sur le domaine de la XR, si maintenant on lâche un peu la partie purement matérielle? Peut-être le multisensoriel, en ce qui me concerne, tant du côté de l'optique que du côté de je le dirais. Ouais, voilà, exactement. Et c'est vrai que les expériences qui étaient, je pense en particulier au voyage au cœur de l'Égypte, qui étaient proposées, étaient très intéressantes pour les possibilités de découverte qu'elles offraient et l'avancée qu'elles permettent, je pense, au niveau grand public après, de ce genre de développement. Voilà mon point de vue. Là, clairement, je rejoins ton point de vue sur ce côté. J'ai vu beaucoup plus de choses qui jouent avec l'olfactif ou l'aptif cette année que les éditions précédentes. Ce que j'ai vu aussi, j'avais vu un truc intéressant du côté d'un stand d'étudiants. Ils avaient fait une expérience de réalité virtuelle où tout se contrôlait avec les expressions faciales. Ils utilisaient un Quest Pro. Donc, il y a des caméras pour pouvoir traquer le visage et les yeux. Et donc, par exemple, pour valider quelque chose dans le menu, il fallait pointer son regard sur l'item, il fallait tirer la langue pour pouvoir valider. C'était très expérimental, bien entendu,
Mais voilà, justement, c'est aussi ce qu'on attend, je pense, de la Valve virtuelle. Essayer des choses qui sont un petit peu plus, qui sortent des sentiers battus, qui sont un petit peu plus folles et qui permettent aussi d'envisager d'autres cas d'usage auxquels on n'aurait pas spontanément pensé. Donc, je pensais à ça. Et sinon, moi, j'ai eu 2 autres coups de cœur. L'expérience Van Gogh, disponible en multi-utilisateur, que j'ai trouvé très belle. J'ai juste trouvé un petit peu dommage que ça manque un petit peu d'interaction avec des éléments du décor ou quoi que ce soit. J'aurais voulu avoir un peu plus de choses de ce côté-là. Et le stand qui était assez discret de Chat 3D, une entreprise que je suis depuis déjà un moment, depuis quasiment sa création, et que j'ai vu, eux, ce qu'ils font, c'est de l'IA générative pour le domaine de la 3D. Et moi, je suis assez persuadé que ça va être compliqué à terme de travailler dans le domaine immersif et de ne pas aller vers vers des sujets d'intelligence artificielle générative quand on a besoin de générer des objets entre guillemets standards, type une table, des chaises ou quoi que ce soit. Soit on va acheter des choses toutes faites dans un pack de modèles 3D, soit on va les faire générer par une IA parce qu'on n'a pas, sauf si on veut avoir une direction artistique très spécifique. Je pense pas qu'on a vocation à tout faire à la main encore, grâce ou à cause des nouvelles technologies qui commencent à émerger. Et moi, j'ai été surpris de voir encore une fois, comme l'année dernière, assez peu d'intelligence artificielle générative sur les stands. Alors, moi, Pardon. Vas-y, même avis. Non, en fait, ce que j'ai trouvé, c'était peut-être déjà vrai l'année dernière, mais cette année, ça m'a vraiment frappé. C'est que tous les stands, dans leur grande majorité, qui démontraient des applications un peu matures, c'était de la formation. Mais de la formation, c'est-à-dire que je pense qu'on a atteint là un palier où c'est un peu trop extrême, c'est-à-dire que ça devient très difficile pour quelqu'un qui arrive et qui n'est pas intéressé par la formation, de vraiment, il faut aller chercher dans les petits coins pour aller essayer de trouver d'autres cas d'usage, alors que la XR, quand même, elle offre des choses un peu plus larges que... Alors, la formation est un excellent cas d'usage, hein. Il ne faut pas du tout se méprendre sur ce que je dis, c'est vraiment quelque chose qui a ses aficionados, qui a prouvé sa valeur d'usage, qui a un vrai retour sur investissement dans plein de cas d'usage. Mais en revanche, c'est vrai qu'il y a d'autres cas de figure où on peut utiliser la XR pour d'autres choses. Et je pense que c'est un peu éclipsé là du coup par effectivement cette envie de vendre ces modules de formation ou de prouver que la techno peut aller très loin dans la technologie, essentiellement sur la partie en plus réalité virtuelle. Mais voilà, peut-être qu'on devrait étoffer un peu notre portfolio d'offres pour des gens qui viennent chercher un peu un panel d'usages différents que juste la partie formation. C'est intéressant que tu évoques cette partie-là parce que là, on a vu, comme tu dis, hein, qu'il y avait beaucoup de produits de très bonne qualité en formation. Et que pour aller même un peu au-delà des technologies, des usages un peu connexes, je pense aux avatars, comme tu disais Nicolas, aux avatars pilotés par l'IA, aux objets vraiment aux capteurs et trucs, ont été aspirés un peu par le succès de la formation, ce qui fait que sur le salon, ils étaient aussi présentés dans ce cadre-là, c'est-à-dire qu'on peut... Un avatar piloté par une intelligence artificielle, ça peut être utilisé partout, pour plein de raisons, hein, un magasin, un entraînement sur je ne sais pas quoi. Et là, c'était vraiment focalisé aussi sur de l'onboarding formation pour montrer des cas d'usage. Ce qui est aussi un révélateur du fait que la formation, ça marche, la formation XR, et surtout qu'il y a un marché énorme et une demande énorme sur cette partie-là. Hein. C'est le retour à la réalité. C'est ce que j'allais dire, pour venir du monde du privé, là où aujourd'hui il y a des budgets en général, c'est dans le domaine de la formation, parce que, comme tu le dis Valérie, il y a des cas d'usage qui ont démontré leur valeur, du coup on peut calculer un retour sur investissement, et du coup on peut se dire ça vaut le coup d'investir, parce qu'on sait que ça va apporter quelque chose, ça va apporter une vraie valeur ajoutée. Dans de nombreux cas, bien entendu, c'est pas parce qu'on met de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée dans de l'information que ça va obligatoirement apporter de la valeur ajoutée.
mais il y a pas mal de cas d'usage où on peut démontrer que ça peut être le cas. Et souvent, la problématique, c'est dans d'autres domaines, quel est le retour sur investissement? C'est ce qui a, enfin, en tout cas, dans le domaine privé, c'est ce qui intéresse les organisations. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que vraiment, au-delà de la partie innovation ou du côté un petit peu bling-bling qu'on va pouvoir présenter pendant un temps, ça peut avoir une petite hype, mais quid de l'usage à long terme? Oui, mais en réalité augmentée, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire aussi et qu'on voit plus maintenant. Enfin, toutes les applications logistiques qui quand même sont vraiment bien, l'assistance à distance, l'instruction de travail, même sur tablette au pire aller, mais voilà, avec et puis aussi toute la partie retail. Du coup, on dirait qu'il y a une désaffection des gens du retail, hein, parce que forcément, on n'avait absolument rien qui pouvait montrer des solutions retail. Et aujourd'hui, il y a des choses très simples en réalité augmentée qui marchent très très bien. Même au travers de téléphone, avec des activations, avec des plateformes super bien faites sur lesquelles on peut voir effectivement les retours sur investissement, mais tout ça n'était pas là. Et c'est dommage parce qu'effectivement, du coup, on commence à avoir peut-être une désaffection de certains profils qui pensent et qui ont raison, qui ne vont pas trouver ce qu'ils recherchent. Le côté retail était assez étonnant pour moi, j'avoue. Enfin, le non-côté retail, plutôt, était vraiment assez étonnant, parce que là, pour le coup, c'est vraiment paradoxal. Hein, comme tu le dis, on a des applications qui fonctionnent. Hein, pour ceux qui connaissent Perfect Corp, ils viennent de fêter leurs 10 ans avec UCAIM, etc. C'est qu'une application parmi d'autres, mais avec des milliards d'utilisateurs quand même. Donc, pas de problème, l'essai virtuel, les choses comme ça fonctionnent très bien. Et là, c'est vrai on n'en a pas. Enfin, moi, j'en ai pas vu, en tout cas, sur cette édition. Je suis passé peut-être un peu rapidement sur certains stands, mais j'ai pas vu de solution de ce type-là, ce qui est plutôt étonnant pour un domaine qu'on considère comme mature et avec du ROI documenté, mesuré, sans trop de problèmes. Oui, Nicolas? Alors, je me permets un complément. Moi, j'étais allé à Tech for Retail. Ouais. Il y a de ça quelques temps. J'avais été assez surpris, effectivement, aussi de constater qu'il n'y avait quasiment pas de techno immersive qui était présente sur Tech for Retail. La tech était principalement sur des choses très classiques. Il y avait assez peu d'innovation. Et de ce que j'ai pu constater sur place, c'est qu'on était sur quand même, on va dire, un marché qui était assez frileux en termes d'innovation et d'investissement. Et puis il y a aussi un marché qui est en crise, crise assez importante pour la plupart des retailers. En général, on va dire les sujets justement d'innovation ne sont pas du tout dans leur priorité, alors que ça pourrait l'être pour éviter justement de rater un coche ou quoi que ce soit. On imagine bien que les retailers qui n'ont pas pris la vague Internet, c'est pas forcément ceux qui vivent le mieux aujourd'hui ou qui ont eu le plus de chances d'arriver à passer ce cap. Donc c'est malheureux, mais j'ai l'impression que c'est pas dans la culture du retail. En tout cas, c'est vrai la que culture du retail, c'est capter des nouveaux marchés, des nouveaux clients. Et quand on fait de la AR pour le retail, à moins que ce soit pour augmenter des pots de yaourt ou faire du virtual try-on, ça va plutôt être pour les logisticiens qui sont derrière, faire du guidage. Et c'est pas des gens sur qui on investit. Enfin, je dis on. Les boîtes préfèrent investir pour trouver des clients plutôt que pour optimiser les process internes. Et Tech for Retail, c'est un peu du front office plutôt que du back office, même s'il y a quelques solutions. Pour Perfect Corp, peut-être on les verrait plus sur du Vivatech. Ils sont sur Vivatech. Que sur du Laval. Et c'est peut-être le positionnement du salon Laval qui est peut-être encore trop vu comme la zone metaverse, avec la connotation has-been. Et quelqu'un qui dit non, moi je veux toucher mes clients réels, je vais sur un vrai salon d'innovation qui ne va pas me segmenter ou m'orienter sur XR, Metaverse. Non, moi je fais Virtual Try-On, c'est pas de la XR, c'est pas du Metaverse, c'est encore autre chose. Donc il y a peut-être le positionnement du salon qui va faire que les gens vont s'exclure parce qu'ils vont préférer prioriser d'autres salons. Mais il y a quelques années, c'était plus présent. Ouais. Et moi qui ai accompagné en retail luxe, en tant que consultante, Laval Virtual, le salon, c'était vraiment un bon endroit pour venir s'initier. Et le côté diversité, on pouvait essayer beaucoup de choses. Il y avait énormément de présentations au niveau des casques, c'était varié. Il y avait des solutions étonnantes aussi. Là, moi, j'ai peut-être retenu le côté haptique qui était quand même intéressant. Il y avait des propositions en monitoring également, au niveau côté plus neurosciences.
avec la XR. Ouais. Mais c'est vrai que moins riche peut-être en petites pépites à aller détecter et avoir l'audace de se dire on peut expérimenter avec. C'est à nouveau ce point-là que moi je Alors, suis. c'est intéressant, je vais rebondir, Rachel, sur ce point-là. Je vais le retourner, en fait, si tu permets. C'est-à-dire que moi, mon impression sur cette édition, c'est une assez forte maturité de la techno. En fait, on n'a pas vu d'effet waouh, un peu, les trucs qui brillent et de la science-fiction. Par contre, la plupart des exposants ont mis en avant plutôt une idée de maturité. Le fameux passage à l'échelle, la scalabilité, passer d'une flotte de 10 casques à 1000 casques avec des outils de gestion qui sont robustes, avec des outils de création. Vous parliez, tu parlais, Nicolas, de Finding Vincent qui a été montré. Et HTC nous a expliqué que c'est grâce aux outils de HTC que cette expérience, aux outils, j'entends, de gestion de HTC, que cette expérience a été facilitée. Et j'ai discuté avec plusieurs personnes, et ça revient aussi sur les conférences. L'impression était vraiment d'une forte maturité. Alors, je ne sais pas s'il faut dire maturité du secteur ou crise économique globale qui fait qu'on s'oriente vers des trucs un peu moins fun et un peu plus ROI. Mais en tout cas, c'est aussi une impression que j'ai eue. Alors, on peut le trouver moins fun, ce qui est... alors, à part les côtés équipe étudiante et toutes les équipes asiatiques qui montraient vraiment des projets très avant-gardistes, sur l'ensemble des stands dits professionnels, il n'y avait pas le truc complètement fou sur lequel on ne s'attendait pas. C'est ça aussi l'ambiance peut-être 2025. Je ne sais pas comment vous l'avez vu, vous, cette maturité versus waouh. Personnellement, je dirais que tout à fait d'accord avec ça. Et en parenthèse, j'étais étonné de ne pas voir de stand représentant, par exemple, dans les applis AR, Artivive, ARLOPA, des applis de ce type qui permettent quand même un viaduc énorme entre le grand public et justement les visiteurs de ce type de salon. Ça m'a étonné. Je pense que tu as raison, Grégory, mais à nouveau, on retourne sur la formation. C'est-à-dire que globalement, effectivement, cette maturité est liée à un usage en particulier qui a effectivement explosé. Mais je pense qu'il faut faire attention parce que, voilà, Alain, il a raison. On n'a pas un pôle un peu culture. On avait Finding Vincent qui était à LBE, enfin, c'était vraiment génial d'avoir quelque chose de ce type-là, je pense, sur la Valve virtuelle. C'est vraiment ouvert les chakras de beaucoup de gens qui n'avaient pas eu la chance d'essayer un LBE dans leur existence. Mais voilà, et recto verso étant un petit peu, mais sur notre partie, c'est vrai que voilà, il y avait peut-être faut pas qu'on s'éloigne de pôles comme le retail, comme la culture, etc. Des choses qui sont peut-être qui peuvent être aussi extrêmement rentables. LBE, ça fait partie des choses qui ont le vent en poupe et qui ont montré de très beaux déploiements récemment. Mais voilà, il ne faut pas se couper des marchés. Ça a un peu rétréci quelque part peut-être notre scope en se focalisant sur des choses qui marchent bien, effectivement. Mais voilà, il faut pas. Je pense qu'il n'y a pas qu'un cas d'usage, il n'y a pas qu'un usage aujourd'hui dans la XR et il ne faudrait pas qu'on se détourne des autres. Il faut ça serait complémentaire. Ouais. Tout à fait. Donc, maturité, après, veut dire uniformité. Il y a maturité peut-être avec, on voit bien le secteur de l'éducation, mais c'est très soutenu. Il y a des retours sur investissement, en effet. Mais il ne faut pas que ce soit... Parce qu'après, ça va devenir linéaire et c'est quand même... Il y a quand même une croissance qui doit toujours être maintenue, à mon avis. Et si on ferme trop tôt, effectivement, ça peut être un souci. Ouais. Alors, c'est l'éternelle discussion avec la réalité économique et ce qu'on aimerait y voir. Parce que je vous rappelle que le salon, personne ne va chercher... Enfin, normalement, les exposants viennent tout seuls.
Donc, si cette année, on a eu une forte densité d'exposants sur la formation, bah, c'était aussi que c'est eux qui avaient envie de venir. Hein. C'est plus que ceux qui faisaient du retail ou des choses comme ça. Donc, en fait, ça en dit peut-être long, comme vous l'avez dit à certains moments, sur la réalité économique de notre secteur. Et peut-être aussi, on a eu l'occasion de faire peut-être d'autres découvertes dans la partie conférence, puisque là, on a plus parlé retail, on a plus parlé expériences un peu diverses. Et alors, je ne sais pas si ça se voyait sur le salon, mais c'est une impression. J'ai aussi tendance à ressentir une certaine différence entre les usages en France, peut-être un peu en Europe, par rapport à des usages plus américains ou plus asiatiques. Sur les LBE, on en a parlé par exemple, il y a une explosion du LBE, en fait c'est ce qu'on nous a dit. En France, on voit des expériences qui se passent, hein, et on a la chance d'avoir d'excellents producteurs, d'excellents créateurs de LBE, avec des grandes exploitations qui se font plutôt à l'étranger, à Londres, en Asie, en Australie. C'est assez intéressant de voir aussi qu'on avait des speakers sur la partie XR Everywhere, donc des gens qui venaient vraiment nous montrer des usages un peu pas tout à fait normaux dans une piscine, dans un roller coaster, et qui venaient des États-Unis, d'Allemagne, d'autres pays en fait. Peut-être qu'il y a une différence de vision, on va dire, entre la France et d'autres parties du monde sur les domaines où la XR peut vraiment être utile dès aujourd'hui. C'est un peu culturel hein, aussi. Il y a des choses, on a toujours été bon sur les aspects culture, donc forcément on a déjà une manne de personnes qui sont capables de développer des projets autour d'éléments culturels. Je pense que forcément ça fait la force notre force en France. Mais effectivement, quand tu passes les frontières, après, tu as aussi des choses. Il y a les choses qui sont liées à l'opportunité. La partie roller coaster, honnêtement, ça reste quand même très ponctuel et très. Il n'y a pas un espèce de déploiement et de stratégie structurelle pour avoir des roller coasters de tonnerre. Au bout de 2 minutes, moi je suis malade, je ne sais pas pour les autres, mais ça reste quand même un peu segmentant. Mais après, il y a ça aussi. Mais moi, je trouve qu'en revanche, alors là, sur la partie culture, tu as probablement raison, mais alors sur la partie industrie, en revanche, je trouve ça très lissé. Hein. Je parle beaucoup en ce moment avec l'Asie notamment. Je trouve que les usages sont vraiment mais les mêmes partout dans le monde en termes de cas d'usage industriel. Entre guillemets, c'est ce qui marche. C'est du coup, Exactement. Je pense, hein, on ne va pas chercher plus loin. Et je me permettrais aussi peut-être d'ajouter, je pense que, encore une fois d'expérience, d'avoir travaillé avec pas mal de directions innovation de grands comptes, de grands groupes, plutôt français. Souvent, ces directions innovation, elles ne travaillent pas que sur des sujets XR, elles travaillent aussi sur des sujets d'intelligence artificielle. Et qu'est-ce qui est au sommet de la hype depuis quelques temps, c'est les usages d'intelligence artificielle, avec des usages pertinents, avec d'autres qui le sont beaucoup moins. Il y aura des choses qui vont se casser la gueule, comme souvent avec l'arrivée de nouvelles technologies. Mais ce que j'ai pu voir dans le salon en échangeant avec pas mal de personnes, il y avait quand même un mantra qui revenait assez souvent, c'est que, entre guillemets, l'IA a piqué des financements de la XR. En tout cas, en France, il y a eu pas mal de financements où, justement, par exemple, des marques de luxe, etc., étaient prêtes à expérimenter, puis ils se sont dit, non, mais finalement, pour l'instant, ça ne prend pas. Enfin, je caricature, je grossis le trait. Hein. Ça ne prend pas suffisamment, il n'y a pas assez de matériel grand public. Ok, on voit l'IA, ça a l'air quand même plus facile d'avoir des ROI, puis de toute façon, il faut y aller, tout le monde y va, donc on va y aller. Et puis aussi la déception métavers suite aux annonces de Mark Zuckerberg fin 2021, où on n'est pas du tout dans la vision qu'il avait présentée, et je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont, qui ont été très déçus par cette vision qui a été survendue. Donc je vais garder ta conclusion, Nicolas. Si tu veux surfer, mieux vaut être en haut de la vague. Ça me parle. Ça, toujours. Je trouve ça très bien. Est-ce que vous pouvez, juste pour terminer sur cette discussion autour de la Valve virtuelle, est-ce que vous pouvez, chacun d'entre vous, me donner une expérience qui vous a marqué, une expérience, un matériel, un objet, quelqu'un, peu importe, un truc qui vous a marqué
et nous le décrire. Qui veut commencer? Alors, le décrire, ça va être difficile, mais je vais essayer. J'ai adoré l'expérience Bibendum. Et alors évidemment, on rentrait dans une combinaison gonflable, on ressemblait absolument à un Bibendum, on portait un casque de réalité virtuelle sous la combinaison. Donc, c'était une expérience en soi, mais ce que j'ai trouvé génial, c'est l'idée en fait. L'idée de faire en sorte qu'on se retrouve dans la peau d'un petit enfant qui apprend juste à marcher. Et effectivement, ce qui est complètement malaisant d'être dans cette combinaison, mais qui reproduit en fait la limitation des gestes que cet enfant peut avoir. Le fait que, effectivement, dans le cas de la réalité virtuelle, on a tout à l'échelle, donc on se rend compte à quel point tout est gigantesque, tout est difficile d'accès, tout est dangereux. Et aussi la vision. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai mis le casque de réalité virtuelle, je me dis, oh là là, punaise, il a mal réglé son truc, on voit pas bien. Et en fait, il m'expliquait qu'il avait fait exprès de brouiller la vision, comme un enfant a, ce que j'avais un peu oublié quand j'avais 1 an, et où en fait, on ne voit pas très clair non plus. Et je trouvais ça absolument génial parce qu'effectivement, ça veut dire de plein de points de vue, haptiques, sensoriels, visuels, etc., de recréer une situation. Et là, en plus, le challenge était énorme. Hein, c'est pas aller marcher sur la Lune, qui aurait pu être une autre option, hein, ou toute autre situation. C'était vraiment recréer les sensations d'un enfant. Et j'ai trouvé ça absolument incroyable. Un japonais, bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Une autre? Écoute, Vas-y, Marc. Alors, pardon. si je peux. Ce qui m'a frappé côté espace Mayenne, c'était justement ce voyage multisensoriel au cœur de l'Égypte ancienne, là, parce que je trouve en tout cas qu'il ouvre une perspective intéressante sur les possibilités de la synesthésie. Et cette ouverture peut offrir des possibilités énormes, justement, pour les gens qui n'ont, au niveau grand public, pas les moyens de voyager, pas les moyens d'étudier, pas les moyens de s'évader de conditions plutôt mentalement carcérales, j'allais dire, à un certain point, hein, en allant jusqu'au bout de ma démarche. Et il y a là un travail qui est en train de se faire, que j'ai remarqué comme pointant le bout d'un petit nez sur d'autres stands, qui me paraît intéressant à surveiller et qui rejoint un petit peu la problématique de beaucoup de chercheurs à l'heure actuelle qui essaient de trouver des ouvertures nouvelles dans ce qui existe déjà de classique au niveau du produit final. Ça m'a intéressé. Voilà. Évidemment que le bibendum expérimental là, était formidable pour moi. Hein. Ça, c'était remarquable parce que c'est également, on touche aussi à la synesthésie. Là. Et on y touche aussi dans une remontée temporelle tout à fait différente de celle de la fiction de l'Égypte ancienne, mais malgré tout, ce sont des directions à explorer et à surveiller. Enfin, c'est mon point de vue. Troisième, dites-moi. Ouais. Moi, je dirais la maturité de la réalité mixte. C'est pas encore beaucoup déployé, mais les casques, notamment MetaQuest, ont un passe-trou assez... passe-trou ou citrou, je sais même plus maintenant. Moi, je dirais passe-trou. Moi aussi. Un passe-trou assez qualitatif. Et du coup, pour aussi bien de la formation, de la collaboration, de la conception, en réalité mixte, à défaut de dire augmentée, on peut rester dans l'environnement réel, connecté avec ses collègues, ses collaborateurs, via la réalité mixte, tout en ayant des objets virtuels à portée de main.
Et pour de la formation, ça se déploie assez facilement quand on n'a pas besoin d'être 100% immergé dans un monde virtuel, dans un environnement, un hangar, un magasin. Mais si on veut juste apprendre à manipuler un objet, il est devant nous, ou collaborer avec une personne, on peut le faire. Et en passe-through, donc en réalité mixte, les gens sont assez bluffés. Ils se retrouvent avec le casque, ils se mettent à nous parler tout en ayant le casque sur la tête. Ils oublient qu'ils ont le casque parce qu'ils nous voient en direct. On est un peu pixelisé, mais ça s'oublie vite. Et il pourrait y avoir de plus en plus de cas, à mesure que les casques deviennent plus légers, où on n'est plus en VR immersif, mais on est en passe-through, réalité mixte, et on collabore avec des gens présents, des gens à distance, des objets virtuels et des objets réels, de manière assez transparente pour l'utilisateur. Donc c'est un truc que je vois émerger, parce qu'il y a 2 ans, on n'avait pas de la réalité mixte qualitative. C'était du noir et blanc utilisé. Là, sur Apple Vision, Quest et quelques HTC ou Pico, où ça devient correct, on peut avoir ce nouveau cas d'usage qu'on n'avait pas avant, qui se rapproche de la réalité augmentée, mais qui ne va pas se déployer comme la réalité augmentée, parce qu'à partir du moment où il n'y a plus de batterie, ça s'éteint, on ne va pas le déployer dans des scénarios critiques. Donc, Pas pour conduire, non. en d'autres scénarios de confort, en formation, les gens, les apprenants mettent un casque et ils le gardent plus facilement parce qu'ils n'ont pas peur de se cogner dans un mur réel, dans l'environnement. Il n'y a pas besoin de préparer la salle. Ils ont des lunettes, en quelque sorte de réalité augmentée, et du coup, les frictions d'angoisse de mettre un casque disparaissent assez vite. Voilà, c'est un phénomène un peu émergent. Nicolas, Rachel? Oui, moi je rebondirais là-dessus. En effet, comme a dit Alain, mais aussi Vincent, il y avait toute la sélection aussi de recto verso avec la galerie, ou hors casque, avec casque, en utilisant de l'IA, ou voilà le sujet porté par la Judith Guès sur PopCao, mais qui était vraiment sur les intelligences multiples. Je pense que là, au niveau synesthésie, avec une œuvre comme What is Like to Be, où on était sur l'écolocalisation, par exemple, donc on allait chercher, et avec l'haptique, en touchant également par un système là, de fourrure, c'était assez intéressant ce qui a été cherché. Donc là, je pense que c'est aussi quelque chose qui est interpellant, qui rejoint plusieurs des aspects là, de ce qui a été signalé. Et en lien avec le salon, il y avait le parapluie haptique également présenté par les Japonais, qui était quelque chose que je pense qui fait le lien aussi avec ce que je viens de dire et ce que vous venez d'énoncer. Quant à moi, je vais revenir sur l'expérience que j'avais testée sur un truc étudiant, sur un stand étudiant. C'était donc une expérience où on contrôle tout avec les expressions de son visage. Comme je disais, il y avait la validation, où il faut tirer la langue pour pouvoir valider un menu et aller plus loin. Il y avait plein de choses. Il y avait le fait de fermer les yeux par moment pendant une certaine durée. C'est très perturbant dans un casque immersif. On a l'habitude justement que la vue soit un des sens principaux qui soit utilisé. Et là, le fait de fermer ses yeux, c'était assez intéressant comme expérience. Pareil, le fait après d'utiliser différentes expressions. Il y avait le fait d'être en colère ou au contraire de sourire, etc. Et moi, j'étais assez impressionné parce que c'était un prototype qui a été fait par une équipe d'étudiants en seulement 15 jours. Bien entendu, c'est un prototype, mais on voit le potentiel qu'il peut y avoir, on voit ce que ça peut donner. Et j'étais allé chercher d'autres personnes que je connais pour leur faire essayer parce que je trouvais que ça m'avait vraiment interpellé. Et il y avait ce côté, le fait de justement faire des sourires forcés ou quoi que ce soit. Mine de rien, ça crée des émotions positives assez intéressantes. Alors je sais pas, j'ai pas suffisamment de background en neurosciences ou quoi que ce soit pour savoir si le fait de sourire, même si on se force, est-ce que ça crée également une émotion positive dans notre cerveau, etc. Je ne saurais pas répondre. Il y a aussi ce côté fun, le fait de faire des grimaces, etc. Bien entendu, c'est extrêmement fun. Et ça contribue au fait que l'expérience a été assez marquante. Et on va dire, malheureusement, le point négatif que je voyais pour cette expérience, c'est s'ils veulent aller plus loin, sur quel type de matériel ils vont pouvoir le sortir. Parce qu'aujourd'hui, du Quest 3, à mon sens, il n'y a pas tout ce qui est tracking facial et des yeux. Je crois qu'il doit y avoir que le Vision Pro, et autant dire que
la clientèle est assez réduite, ça laisse malheureusement assez peu de possibilités en termes de marché pour eux, et c'est, je pense, très dommage. Mais quel bonheur d'acheter 4 500 $ un casque pour pouvoir tirer la langue à l'intérieur quand même. Je pense que là, il y a quelque chose de fun. Moi, j'ai eu beaucoup de mal, hein, je vous avoue, à choisir quelques trucs. Qu'est-ce qui apparaissait le plus impressionnant? Alors, du côté des équipes d'étudiants, c'est toujours très impressionnant. Mais je reste quand même sur une paire de lunettes, sur les Argo de Digilens. Très honnêtement, je ne pensais pas avoir un matériel aussi performant entre les mains. Alors, il y a toujours plein de petits problèmes, hein. Le champ de vision est petit, etc. Mais tout petit. Mais pour 200 grammes, avec un facteur de forme très simple à mettre sur la tête, adapté à des porteurs de lunettes, avec une batterie qui s'enlève à chaud pour pouvoir ne pas être interrompu. Je ne m'attendais pas à avoir quelque chose qui soit aussi abouti dans le voyage vers les méta-Orion qui nous font tous rêver. Voilà. Je ne m'attendais pas à avoir quelque chose d'aussi abouti. Les spectacles sont très bien de Snap, un peu plus lourds, mais à peine. Bon, avec 30 minutes d'autonomie, ça c'est un autre problème. Une utilisation normale, c'est quand même pas facile. Donc au final, c'est assez impressionnant ce que nous a fait Digilens, je trouve, avec des technologies actuelles. Et comme on l'a dit, avec la possibilité de l'acheter là, maintenant, de signer un bon de commande et de l'avoir. Donc je suis très impatient de voir les prochaines étapes de Digilens, en fait, avec ces matériels. Elles sont à quel prix maintenant? Je crois que le prix public doit être autour de 2 500 $, je crois, mais la commercialisation vient juste de commencer. Donc on va voir un petit peu les évolutions sur les prochains mois, mais la commercialisation a commencé. C'est pas un prototype, c'est pas un projet, on peut l'acheter et commencer à l'utiliser. Donc ma foi. Oui, il est à 5 000 $. Hein. Ah, 2 500 $, c'était la moitié de la lunette, en fait. Je suis sans les frais de douane. Voilà, donc si tu veux les deux verres, en monoculaire à 2 500 ou les deux, c'est 5 000. Voilà, c'est ça. Voilà. Et on ne parle pas de frais de douane parce qu'on n'est pas sûr encore, donc on verra dans quelques mois. Ça change tout le temps, ouais. Donc au final, si tu le compares à un Vision Pro, tu vois, c'est à peu près cohérent, quoi. Et là, si tu tires la langue, on te voit. Donc c'est vraiment un bon usage, je trouve. C'est un bonus. Alors moi, je voudrais faire une petite conclusion juste avant de finir, c'est que parce que c'est aussi ERAPRO, hein, mais j'étais vraiment super contente qu'on ait un stand cette année. Tout à fait. Associatif, avec ERAPRO, avec toutes les autres assos, Elixir, Phil, etc. Et je pense que j'espère qu'on aura l'occasion de le réitérer parce que du coup, ça a vraiment attiré une population hyper hétérogène de gens qui ne savaient pas qu'on existait, qui ne savaient pas ce qu'on faisait. On a fait du recrutement, on a fait aussi beaucoup d'étudiants sont venus pour nous poser plein de questions sur les orientations qu'ils étaient en train de prendre, sur notre point de vue sur la techno, des boîtes de conseils aussi, parce qu'effectivement, du fait qu'on était assos, on était neutre, on n'essayait pas absolument de vendre quelque chose. Donc moi j'ai trouvé ça génial et je pense que c'est hyper bien pour nos associations parce qu'on a besoin de visibilité et définitivement Laval Virtual, c'est the place to be. Eh bien, merci Valérie, Vincent, Alain, Nicolas, Rachel. Merci à tous pour ce débriefing rapide mais très intéressant de ce qu'on a vu à Laval Virtual. Et on le rappelle, on va prendre un petit peu de temps pour écrire un compte rendu un peu plus propre et documenté avec tous les liens qu'il faut pour découvrir, pour ceux qui ne sont pas venus sur Laval, découvrir des nouveautés et pour ceux qui sont venus sur Laval, pour s'en rappeler. Merci à tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Bye bye.